Bonjour, dans cette vidéo aujourd'hui, niveau PSI en dynamique des systèmes de solides, nous allons déterminer et parler du théorème de l'énergie cinétique et donc avant cela définir la puissance d'une action mécanique. La puissance développée par une action mécanique appliquée sur un système S dans un mouvement de ce solide par rapport à un référentiel R, c'est par définition le comoment de ces deux torseurs. Donc le comoment du torseur d'action mécanique considéré sur le solide, comoment avec le torseur cinématique du solide dans son mouvement par rapport à un référentiel R. C'est donc la puissance d'une action mécanique dans un mouvement donné. Il est bon de tout spécifier. Alors voyons tout de suite ce que ça va donner. On rappelle simplement donc la définition d'un comoment. Le comoment entre deux torseurs correspond au produit en croix à la somme des composantes résultantes fois moment des deux torseurs exprimés en un même point. La puissance des actions mécaniques correspond donc à la somme de la résultante des efforts multipliée par la vitesse du point considéré dans le mouvement étudié, plus le produit du moment avec le vecteur taux de rotation. On a donc une composante de puissance d'action mécanique de translation et une puissance d'action mécanique de rotation dans le cas général. Nous nous efforcerons très prochainement en classe entière d'illustrer sur l'exemple du microcompresseur le calcul de ces puissances d'action mécanique et en particulier se rendre compte que dans des cas très simples, les puissances d'action mécanique s'expriment très simplement, en particulier l'action mécanique de l'air sur le piston et l'action mécanique du moteur sur le vilebrequin. Dans le cas, on est sur une action mécanique en translation. Donc, on va avoir un résultat très simple et très intuitif. De la même manière, pour l'action mécanique du moteur sur le vilebrequin, on obtiendra une action mécanique très intuitive liée uniquement à ce mouvement de rotation autour d'un axe simple. Donc, à voir dans le prochain cours, en classe entière. On peut donc définir la puissance des interefforts, c'est-à-dire la puissance des efforts entre 1 et 2 dans le mouvement relatif de 2 par rapport à 1. C'est donc le torseur d'action mécanique de 1 sur 2, comoment avec le torseur cinématique de 2 par rapport à 1. Vous vous rendez tout de suite compte que dans ce calcul de comoment, dans le cas d'une liaison parfaite, la puissance dissipée est nulle. La puissance des interefforts, dans le cas d'une liaison parfaite, est nulle puisque c'est ainsi que l'on a construit le torseur d'action mécanique transmissible lié à la dualité avec les mouvements autorisés dans la liaison. En revanche, la puissance d'interaction d'intereffort dans une liaison non parfaite dissipe de l'énergie et est donc négative. On va tout de suite le voir appliqué à la liaison ponctuelle non parfaite. Donc dans le cas d'une liaison entre 1 et 2 ponctuelle en I de normale N, plan de contact pi, je modélise l'action mécanique de 1 sur 2 comme non plus uniquement un effort normal suivant Z, mais aussi des composantes tangentielles suivant X et Y, qui sont les vecteurs définissant le plan pi. Je ne considère donc pas ici de moment de pivotement et de moment de roulement. Le torseur cinématique de la liaison ponctuelle, il y a 5 degrés de liberté, les 5 degrés de liberté sont ici paramétrés. La puissance des actions mécaniques d'intereffort, donc le comoment de ces deux torseurs, ici je les ai exprimés au même point, ça va donc être au final UX fois plus VY. Par définition des lois de Coulomb, l'effort en X, scalaire la vitesse en X, c'est-à-dire U fois X, est négatif. De la même manière pour VY. Cette partie-là des lois de Coulomb nous implique donc que la puissance dissipée est nulle, est négative. Bien évidemment, une liaison avec frottement dissipe de l'énergie. Juste un petit point pour dire que, bien évidemment, si l'action mécanique est considérée duale et donc pour une liaison parfaite, x égale 0, y égale 0, la puissance dissipée est bien nulle. C'est ainsi que l'on construit le torseur d'action mécanique dual du torseur cinématique. On peut donc maintenant en venir au théorème de l'énergie cinétique. Dans un premier temps, on va s'intéresser à l'exemple d'un solide en une dimension. Et donc, construire
démontrer ce théorème de l'énergie cinétique sur un cas extrêmement simple, niveau terminal S. Le principe fondamental de la dynamique nous dit que la masse fois l'accélération égale somme des forces. L'accélération, ici je suis en une-dimension, inconnu x, m x point point égale somme des forces. Je projette cette relation sur la vitesse, donc je multiplie par la vitesse, x point. J'ai tout de suite m x point point qui n'est autre que la dérivée temporelle de 1 demi de mx point carré, 1 demi de mv carré, c'est-à-dire cette quantité c'est l'énergie cinétique. Quand je dérive, je tombe bien là-dessus. Égale F fois V, la puissance des efforts extérieurs. La démonstration est donc très simple. Le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la dérivée temporelle de l'énergie cinétique d'un solide, dans un seul mouvement de translation, c'est la somme des puissances extérieures. Et bien donc, on va faire de la même manière, la même démarche, pour démontrer le théorème de l'énergie cinétique appliqué à un système de solides. Donc pour les systèmes de solides, le PFD s'écrit sous forme torsorielle, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc le torseur dynamique d'un solide SI par rapport à un référentiel galiléen RG, c'est la somme des actions mécaniques de l'extérieur sur ce solide SI. Je projette ce PFD sur la vitesse. Alors comme je suis en termes de torseur, le produit c'est le comoment. Donc si je fais le comoment avec le torseur cinématique du mouvement de solide étudié galiléen, de chaque côté, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, on va le voir juste un petit peu après, cette quantité-là, c'est la dérivée de l'énergie cinétique. De la même manière que dans la relation 1D. Et cette quantité-là, il va falloir regarder un petit peu plus, parce que quand on a un système de solides, sigma, qui est la réunion des systèmes de solides SI, eh bien, on va avoir certains éléments, certaines actions mécaniques là, qui vont être internes à sigma, et d'autres qui vont être externes à sigma. Donc on va pouvoir décomposer entre les actions mécaniques complètement extérieures au système sigma et les actions mécaniques à ce niveau-là qui sont internes. Et puis les actions mécaniques internes, on va les voir apparaître deux fois, ce qui nous donne donc que on va les compter deux fois réciproquement. Ici, cette quantité-là, c'est bien la puissance des actions mécaniques extérieures à sigma, telle qu'on l'a définie juste précédemment. Et ici, c'est des actions mécaniques qui sont de l'intérieur d'un SJ qui est à l'intérieur sur SI. On arrive donc à la relation du théorème de l'énergie cinétique pour un système de solides, la dérivée de l'énergie cinétique galiléenne par rapport au temps d'un système, c'est la somme des puissances extérieures galiléennes plus les puissances intérieures. J'insiste sur le fait que les puissances qu'on a calculées là sont galiléennes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le torseur cinématique est le torseur cinématique du solide étudié dans son mouvement galiléen. Précédemment, on a défini de manière générale la puissance des actions mécaniques par rapport à un référentiel que j'ai noté R dans les transparents précédents. Pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, on s'intéresse bien évidemment à l'énergie cinétique galiléenne, donc les puissances extérieures et intérieures sont galiléennes. C'est important, notez-le. Alors, revenons donc sur ce premier terme. La définition de l'énergie cinétique en continu, c'est 1 demi de mv carré. Donc l'énergie cinétique d'un système S par rapport à R, c'est, j'ai mis le 2 par commodité, donc 1 demi de la somme des m vitesse galiléenne d'un point M au carré. Donc quand je fais la somme, ici je suis continu, donc je fais l'intégrale sur le solide sigma, 1 demi de mv carré. Eh bien, je vous laisserai regarder, je l'ai montré dans le poly, c'est égal au comoment du torseur cinétique et du torseur cinématique du même mouvement, du mouvement étudié tout le long, toujours le même. Donc l'énergie cinétique, c'est 1 demi du comoment du torseur cinétique avec le torseur cinématique du mouvement de solide étudié. Et puis, quand je dérive ça, j'ai ce qu'on appelle la quantité de puissance d'accélération. Quand je dérive ceci, 1 demi de mv carré, j'ai mv fois l'accélération. Je peux intervertir intégrale et dérivée temporelle, puisqu'on a une fonction ici massique, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, et puis je vais avoir deux fois le produit v, donc du coup j'ai l'accélération fois v, et le 2 qui est ici disparaît. Donc la puissance des accélérations, c'est la dérivée de l'énergie cinétique, c'est l'intégrale de l'accélération fois v dm, et ce n'est autre que
le torseur dynamique qu'au moment avec le torseur cinématique. De la même manière, on est passé d'un cran de vitesse cinétique à un ordre élevé en temps supplémentaire, l'accélération, torseur dynamique. Et cette quantité-là, eh ben c'est bien celle qui est juste précédemment, torseur dynamique au moment avec le torseur cinématique dans le mouvement de solide galiléen étudié. C'est donc ceci est donc bien la dérivée de l'énergie cinétique. Comme on vient de l'exprimer, on ne l'a pas complètement montré, ces deux égalités-là, je vous invite à les regarder dans le polycopier, à les réécrire, elles sont somme toute relativement simples. Bien, alors notons que donc au bilan, ce qu'il faut savoir, c'est ça, l'expression instantanée du théorème de l'énergie cinétique. Pour un système noté ici sigma, la dérivée de l'énergie cinétique de sigma par rapport au référentiel galiléen, donc dérivée temporelle, c'est la puissance des actions mécaniques extérieures à ce système par rapport au référentiel galiléen, plus la puissance des interefforts, des puissances intérieures. Si on intègre tout ceci, on a donc une expression intégrale du théorème, donc on l'intègre entre deux instants, on va donc avoir une variation d'énergie cinétique qui est égale à l'intégrale d'une puissance, c'est-à-dire un travail d'effort extérieur plus un travail d'effort intérieur. Selon le paramétrage du problème que vous aurez à résoudre, selon l'objectif souhaité, on utilisera le théorème de l'énergie cinétique en expression instantanée ou en expression intégrale. Notez que la plupart du temps, on utilisera l'expression instantanée du théorème, sachant que des fois, le calcul de la dérivée de l'énergie cinétique, comme on le verra dans les prochaines illustrations, parfois peut-être un peu lourde, et bien souvent, on dérive l'énergie cinétique par rapport au temps que dans des cas simplifiés, et on se contente bien souvent donc de garder l'expression dérivée temporelle de l'énergie cinétique. On en reparlera très prochainement en TD. Bien, je vous renvoie donc au prochain cours où l'on illustrera le théorème de l'énergie cinétique sur ce microcompresseur. Après avoir exprimé le calcul des puissances des actions mécaniques extérieures et internes, on calculera l'énergie cinétique du système complet et on appliquera le théorème de l'énergie cinétique. Vous pouvez tout de suite, bien évidemment, commencer à y réfléchir pour préparer judicieusement le prochain cours. On en profitera du coup pour définir la notion d'inertie équivalente qui nous permettra de reboucler sur les problématiques d'inertie que l'on a étudiées les semaines passées. Notez, c'est important, le théorème de l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Il va nous apporter une loi de mouvement. Quand on a fait la démonstration du théorème de l'énergie cinétique, vous vous êtes rendu compte qu'on a projeté le PFD sur la vitesse. Comme toute projection, on a perdu de l'information, puisque le PFD, c'est une équation torsorielle, donc deux équations vectorielles, donc 6 équations scalaires, alors que le théorème de l'énergie cinétique, c'est une relation scalaire. On a donc perdu beaucoup d'informations. Néanmoins, surtout dans le cas de mécanisme avec liaison parfaite, ça nous permet d'avoir une loi entrée-sortie en ne faisant pas apparaître les inconnus internes, puisque si on n'a que des puissances intérieures nulles avec que des liaisons parfaites, vous imaginez bien que toutes les inconnues d'intereffort n'apparaîtront pas dans ce théorème, et on pourra donc relier les quantités d'actions mécaniques externes, données ou inconnues, aux paramètres de mouvement du système de solide. Donc, en conclusion de cette vidéo sur le théorème de l'énergie cinétique, retenez bien que le théorème de l'énergie cinétique est très approprié quand on cherche la loi entrée-sortie d'un mécanisme. Par contre, il ne sera pas du tout approprié si on cherche à évaluer des quantités internes, des efforts intérieurs à un système de solide. Ceci clôt cette vidéo que nous approfondirons et appliquerons lors du prochain cours en classe entière.